Franța 2030. Nu este vorba despre vreun campionat de fotbal și nici despre Jocuri Olimpice. Este despre competiție globală, regională și despre o viziune asupra direcției în care președintele Emmanuel Macron și administrația sa doresc să ducă Franța în mai puțin de 10 ani de acum înainte. Un plan ambițios pentru națiunea franceză, cu impact pentru Europa și pentru întreaga lume. Despre această viziune și despre locul României în politica externă a Franței vom discuta în această seară cu contribuția de excepție a doamnei Laurence Roer, ambasador al Franței la București. Bonsoir, bienvenue chez nous. Bonsoir, merci beaucoup pour votre invitation. Le 12 octobre, le président de la France, Emmanuel Macron, a présenté un plan France 2030. Quel est le contexte de ce plan? Alors, c'est un très grand plan de relance d'investissement public, 100 milliards d'euros. L'idée, c'est qu'entre 2020 et 2022, nous avons eu le plan de relance européen, on le voit en Roumanie avec le PNRR, mais que désormais, il était nécessaire pour un pays comme la France, qui a fait tout son développement économique sur les grands projets. Je vous rappelle que dans les années 60, c'était le TGV, les centrales nucléaires, de refonder une vision d'avenir. Une vision d'avenir un petit peu différente, pas seulement une vision industrielle, une vision finalement plus verte, avec une économie décarbonée, une transition écologique, avec aussi un plan sur l'agro-industrie. La France, vous le savez, a toujours été l'un des premiers pays bénéficiaires de la PAC, donc de la politique agricole commune européenne. Et donc il nous revenait, dans le fond, d'être un peu les leaders d'une nouvelle vision des choses. Cela va intéresser beaucoup de pays amis et alliés, mais principalement c'est un plan français qui va apporter des investissements publics, mais aussi une réflexion publique-privée. Par exemple, sur le numérique, clairement, on va chercher des investissements privés. Le président Macron parlait des défis. Quels sont les défis pour la France? Il a invoqué les défis, l'échange climatique, l'échange démographique, les inégalités en Europe en général, dans tout le monde. Alors c'est exactement cela, c'est les défis d'une économie qui a été évidemment très très perturbée par la pandémie et qui ne se relèvera pas ni en France ni dans le monde telle qu'elle l'était en 2020. Et donc les défis que vous indiquez sont les défis de demain. On le voit aujourd'hui, la crise énergétique et la crise du changement climatique, la crise démographique aussi. Pendant longtemps, la France a développé son économie à travers ses exportations, à travers des investissements qu'elle a fait, par exemple, en vendant des TGV en Asie. On a eu comme ça, pendant toute la période qui était, je dirais, le début du XXIe siècle, encore des investissements français dans le monde entier. Je crois qu'aujourd'hui, la réflexion porte sur la France. Qu'est-ce que la France peut apporter à l'économie mondiale de demain? Et surtout, quelle est notre capacité d'innovation? La capacité d'innovation, ce serait par exemple d'imaginer le transport du futur avec l'économie à hydrogène. C'est par exemple les petites centrales nucléaires, c'est réinvestir l'espace, donc des stations spatiales. Donc en gros, c'est se projeter 2030, c'est, je dirais, on dépasse le PNRR, on dépasse demain, on regarde après-demain. Ces défis sont seulement pour la France, parce que j'ai l'impression que ce sont des défis valables aussi pour d'autres pays en Europe, autour d'Europe. Mais le plan est pour la France. Les défis sont les défis globaux, sont les défis des régions, ou sont les défis seulement pour la France? Alors, aux yeux du président Macron, il ne va jamais s'agir de la France sans les partenaires principaux. Parce que si vous regardez la structure des investissements, ou si vous regardez la structure du commerce, nous sommes désormais entièrement liés en Europe. Et donc, il y a une double démarche. Il y a, au niveau européen, protéger ce qui jusqu'ici était trop ouvert. Donc, je pense par exemple aux plateformes numériques ou à toutes ces industries qui ne prennent pas en compte le changement climatique. Donc, il faut réfléchir à une économie qui soit une économie plus responsable de ce point de vue-là. Et ça se fait sur un plan mondial. Et un marché européen. Nous sommes aujourd'hui un marché européen.
J'ai coutume de dire, avant la crise pandémique, on disait il y a des sujets qui sont de compétences nationales. La santé, l'éducation, on n'y touche pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste sur le plan national? On a complètement changé les règles. Auparavant, avant la crise, on disait ce qui circule doit être réglementé sur le plan européen, par exemple pour le consommateur, le voyageur, mais ce qui ne circule pas reste de compétences nationales. Avec la crise pandémique, on est en train de créer même des agences qui mettent en commun les efforts sur la recherche et surtout l'agence de prévention, la sécurité civile, la réponse aux crises. Donc dans le fond, il était nécessaire pour un pays comme la France de réfléchir aussi à ce qui reste d'investissement français et quel message on passe au reste du monde. Donc en gros, le plan 2030, c'est ça. C'est un plan pour la France, mais en interaction complète, en particulier avec les pays qui nous sont proches, donc les pays européens. Il faut ajouter qu'à partir de janvier l'année prochaine, on va avoir la France comme la présidence du Conseil européen. C'est ça le contexte dans lequel le président a lancé ce plan. Il y a un point commun avec le mandat de la France. Alors, le mandat de la France dans l'Union européenne, c'est se mettre au service des autres pour faire avancer les dossiers communs. Je vais vous donner un ou deux exemples. C'est par exemple la directive sur des mesures d'ajustement carbone aux frontières. Donc en gros, un importateur de produits très polluants serait plus taxé qu'un importateur de produits propres. Où ça serait, donc c'est un mécanisme d'ajustement sur la valeur qu'est le carbone. Face à ça, évidemment, le plan 2030, le plan de relance français, n'a pas d'impact. Il n'y a pas l'idée d'investir dans des secteurs où après, on sera des champions européens. C'est même plutôt l'inverse. C'est de réussir à faire notre travail de présidence française correctement, à trouver des compromis, la taxation des plateformes, les nouveaux programmes d'agriculture propre, mais nous, de tracer dans plus longtemps, donc dans 10 ans, les secteurs où on doit investir pour l'avenir. Nous voyons beaucoup de crises, la crise énergétique, la crise démographique, partout dans le monde. Est-ce que cet accrochage des crises a la potentiel de détruire l'ordre global? On a constaté pendant la crise pandémique un accroissement des inégalités. Et ceci est un facteur de risque. Et Dieu sait pourtant si maintenant on sait gérer les risques. On a eu une crise sanitaire, on a aussi une crise énergétique, je le rappelle, qui est un vrai défi pour toutes les industries. Mais en plus, on sait très bien qu'il y a un risque social. On ne paye pas plus cher l'électricité en Roumanie qu'en France. On paye même plutôt moins cher. L'énergie est plutôt moins chère. Mais dans un pays où les inégalités sont fortes, ou dans un pays où déjà la population a un niveau de vie moins élevé, l'accroissement du prix de l'électricité et de l'énergie ont un impact beaucoup plus fort sur le niveau de vie. Donc en gros, c'est un des facteurs qu'il faut qu'on prenne en compte pour l'avenir, c'est les inégalités sociales et aussi sur le plan européen d'avoir une sorte de réflexion sur un minimum de garanties parce que l'Europe a été construite sur ça. C'est un modèle de valeurs, de solidarité. Donc en gros, si on a un salaire minimal trop bas dans certains pays et pas dans d'autres, on voit bien qu'il va y avoir ce qu'on appelait il y a encore quelques années des délocalisations et que à terme, ça ne se fait pas au bénéfice de tous. Donc oui, les fractures sont à l'œuvre. Oui, la démographie est un point de vraie réflexion, y compris en France. En France, nous avions un flux de naissances qui permettait de renouveler notre population. Et donc, il n'y avait pas vraiment de difficultés pendant des années avec la démographie française. Les femmes françaises faisaient plus d'enfants que la moyenne européenne. Mais malheureusement, c'est aussi en train d'évoluer. Donc, on a besoin d'avoir une réflexion sur la démographie et sur qui nous voulons. Sur l'Afrique?
Sur la démographie d'Afrique, peut-être. Oui, alors l'Afrique, par exemple, pendant la présidence française de l'Union européenne, sera une des priorités. Non pas parce qu'on estime qu'on doit faire plus pour donner plus de visas ou ouvrir les frontières, mais parce qu'il y a un potentiel de croissance qui est énorme. On s'est rendu compte, évidemment, que le continent africain est un continent jeune, donc il est porteur de toutes ces innovations, mais c'est un pays qui a des ressources, c'est un pays qui a des marges de progrès économiques énormes, et c'est un pays qui est c'est un continent qui est extrêmement dynamique. 54 pays. Avec toutes les crises qui s'accumulent en Europe, croyez-vous qu'on a toujours une crise de la démocratie? Alors, je ne crois pas que la démocratie soit laissée en l'air dans le projet européen. C'est au contraire une des valeurs, une des données fondamentales. Et le dernier Conseil européen, qui a discuté de crise énergétique pendant toute une journée, a aussi discuté pendant toute une matinée de l'application des mécanismes sur l'état de droit. Donc j'ai bon espoir parce que ce qui caractérise le modèle européen, c'est plutôt la démocratie. Et ce qu'on a lancé avec la conférence sur l'avenir de l'Europe, c'est évidemment pour non pas imposer ce modèle, mais réfléchir aussi à une deuxième donnée qui est très importante, qui est le sentiment d'appartenance. Donc que les citoyens comprennent pourquoi la démocratie et pourquoi il faut que ce soit eux qui participent à ce processus de construction d'une démocratie européenne. Ça ne se fait pas de façon simple. La démocratie européenne face à Brexit. Il y a beaucoup de discussions après le Brexit. Comment est-ce que vous préparez-vous pour répondre aux critiques pareilles comme Brexit? Alors, le projet européen est un projet complexe puisque c'est le projet où on doit adhérer en permanence. On doit rappeler, chaque fois qu'il y a un conseil des ministres, on doit donner son accord, on doit voter. Et c'est peut-être là où le jeu des fausses nouvelles, des populismes s'infiltre. Souverainistes. Et bien sûr, on a constaté avec le Brexit que le projet européen n'avait pas pris une seule ride. Il est né, vous le savez, avec plutôt un projet de coopération sur le fer, l'acier, donc un projet industriel. Mais finalement, si vous demandez aujourd'hui aux citoyens européens, alors après le Brexit, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, le projet continue. Donc c'est ça qui est le plus important. On a mis 4 ans, on a commencé, je vous rappelle, les négociations sur le Brexit en 2016. Il y a eu d'abord ce référendum, puis après des discussions. Donc je dirais, non pas qu'il n'y ait pas une grande perte, parce que vous le savez, le Royaume-Uni est un grand pays de recherche, un grand pays d'université, et bien entendu, l'Union européenne n'est pas pareille sans le Royaume-Uni, mais disons, le projet continue, et c'est ça qui est important. Et la crise sanitaire, à mon avis, a démontré que c'est bien être dedans l'Union, avoir accès aux vaccins, d'autres mesures de santé, de secours en cas de crise sanitaire. Oui, ça a aussi montré qu'il n'y avait pas des grands pays, des petits pays. Tout le monde a été solidaire de tout le monde. La Roumanie était solidaire de la Moldavie. On a eu cette semaine encore un exemple de solidarité européenne avec le mécanisme d'urgence. Vous savez, la Roumanie envoyait des avions cet été en Grèce pour lutter contre les feux et nous apportons par le mécanisme de solidarité européenne des médicaments. Moi, ce qui me frappe, c'est que tout ça n'aurait pas été possible il y a 10 ans. Donc, je ne dis pas que la pandémie a apporté un plus, mais il y a un certain nombre de règles qui ont changé. Et il y a un certain nombre de mécanismes de solidarité qui sont devenus très, très efficaces. Avant, il aurait fallu une décision à l'unanimité, et puis encore un comité, et puis encore un fonds pour faire une politique de protection civile. Aujourd'hui, ça va très, très vite. J'ai constaté moi-même, puisque la France a donné son accord pour
travaillé dans le cadre du mécanisme européen et les camions de médicaments et de respirateurs sont arrivés quelques jours plus tard. Je ne dis pas qu'on doit faire ça comme ça. Je crois que l'Europe des crises va fatiguer le système. On a vu la semaine dernière un Conseil européen se tenir physiquement et c'était un immense soulagement parce que c'était pour dire au revoir à la chancelière allemande, Angela Merkel. Mais combien de réunions on a dû faire pour préparer tout cela et combien de temps ça la prend avec la pandémie à régler parfois des petites choses. Donc je ne dis pas que la diplomatie de crise est une diplomatie positive, mais en tout cas, en Europe, on a des mécanismes qui ont permis au moins de mutualiser et de mettre ensemble les réflexions et les efforts. Bun. Facem o foarte scurtă pauză, revenim imediat după să discutăm despre lecțiile învățate de Franța în pandemie. Stați cu noi! Am revenit cu doamna ambasador Laurence Auer, ambasadoarea Franței la București. Votre Excellence, quelles sont les leçons de la France pendant la pandémie de coronavirus? Alors, tout d'abord, avant la décision du plan de relance, je crois que on s'est rendu compte de notre vulnérabilité face à des virus qui arrivent de 10 000 km. De 10 000 km et qui se propagent en 3 semaines. Dans le fond, c'était comme un plan de science-fiction et tout d'un coup, le choc des économies arrêtées. On a beaucoup plus interrompu les activités économiques dans la première phase de la pandémie que par la suite, puisqu'on ne connaissait pas l'évolution du virus. Je dirais 2 choses. D'abord, on s'est adapté. Après le choc initial, on a pris des mesures, on a travaillé sur un vaccin, on a adapté, par exemple, tous les systèmes éducatifs très vite. Et c'est là d'où ressort cette réflexion globale sur l'adaptation de notre planète face à des pandémies. Parce qu'on s'est rendu compte... On a vu que la France dépend de l'étranger, pas seulement la France, mais aussi la Roumanie, l'Union européenne. Nous sommes dépendants de l'étranger. C'est vrai, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas avoir à disposition des équipements parce qu'ils étaient tous fabriqués en Chine. Bon, il faut bien le dire, il y a eu une réflexion stratégique sur, que ce soit sur les vaccins, que ce soit sur ce qui était nécessaire. Et puis, surtout, donc, après les activités économiques, après la réflexion sur les médicaments, désormais, je pense qu'on doit traduire cette réflexion sur la souveraineté. Donc, en gros, l'autonomie, nous, on ne veut pas donner des leçons. On n'a pas l'idée de vouloir imposer une forteresse Europe. Mais on a besoin de pouvoir ne pas être dépendant entièrement de l'étranger. Et ça va aussi pour l'énergie, on le sait très bien. Donc cette réflexion de plus long terme sur l'état de la planète, la diffusion des pandémies, mais aussi la préservation de notre biodiversité, elle se conjugue dans le plan de relance. Donc en juillet 2020, après une proposition franco-allemande, on dit voilà comment on doit faire ensemble pour avancer dans un monde plus sain. Alors ce qui est difficile à comprendre, c'est qu'on a une crise climatique en même temps. Et que la crise pandémique et la crise climatique, pour les citoyens, amènent énormément d'inquiétudes, d'angoisse. On n'a pas de solution toute faite. Et donc le rôle finalement des gouvernements aussi est questionné. On a vu aussi la solidarité, le modèle français de solidarité, un modèle éducatif et social en même temps. Comment est-ce qu'on peut utiliser ce modèle français de réponse face à une crise sanitaire comme le coronavirus? Alors, je crois qu'aujourd'hui, en Roumanie, on a pratiquement les mêmes mesures qu'en France. C'est-à-dire qu'au début, on a tout fermé et on s'est rendu compte qu'on crée d'autres dégâts.
Et maintenant, on sait très bien qu'on arrive à adapter des réponses et maintenir les étudiants, les élèves. Donc il faut deux choses. Il faut évidemment une capacité de transmettre la connaissance et de vérifier que les écrans n'ont pas mis en difficulté la chaîne de transmission. Et puis, il faut évidemment garder du lien social. C'est les deux choses que l'être humain ne peut pas rater dans cette période, je dirais. Et on a été très soucieux en France de ça, parce qu'il y a cette notion d'égalité de l'école, de l'État, qui était toujours très présente. Il y avait constamment une discussion avec les citoyens qui n'étaient pas forcément prêts à accepter les solutions que l'État imposait sans discuter. Et à la fin, je crois, au bout de tous ces mois d'incertitude, on a, je crois, été en mesure de montrer qu'il n'y avait pas d'autre solution. Voilà. Ce n'est pas si simple. Il faut être très informé et vous jouez un très grand rôle, vous les médias. Et vraiment, j'encourage ce type d'émission parce qu'on entend vraiment des choses qui ne sont pas vraies. Je suis désolée. À la fois sur la pandémie, sur les risques du vaccin, c'est très important de vérifier, de voir qu'on a besoin même si on n'est pas sûr de combien de temps, par exemple, le vaccin va être efficace, au minimum, il faut partager la connaissance. Donc, il faut éduquer. Et à la clé de tout, il y a ça, il y a l'éducation. On a vu l'investissement dans ce domaine du vaccin. On a eu la chance d'être part d'une union qui a investi dans ce domaine. C'était une accélération de l'innovation durant la pandémie? Absolument. Il y a une innovation aussi désormais avec les médicaments pour la réanimation. Il y a une innovation, je crois, dans la prise en charge des patients avec des plateformes numériques pour éviter que les personnels de santé eux-mêmes soient contaminés. On a énormément fait de progrès dans le digital, beaucoup de progrès numériques. Le président Macron a dit que la France a retrouvé le pouvoir de rester dans l'Union, de coopérer, de recréer un système de coopération internationale pour faire face à cette crise. Oui, on a mis en place un système, une initiative internationale de solidarité pour les vaccins qui s'appelle COVAX. C'est compliqué. C'est compliqué parce que les pays qui ont besoin de vaccins ont besoin de millions de doses et qu'à l'heure actuelle, quand on arrive à obtenir 1 million de doses pour donner à tel ou tel pays, ça ne suffit jamais. Donc le point n'est pas résolu et il faudra encore beaucoup, beaucoup d'efforts pour, dans le cadre des Nations Unies ou du G7, du G20, avancer. On va regarder ensemble un petit fragment du discours du président Macron. On va discuter après ça. Avem un scurt fragment din discursul președintelui Macron din 12 octombrie. Să vedem promisiunea Franței pentru întreaga lume după aceste crize. Des messages très forts. Mieux produire, mieux vivre, mieux comprendre le monde. Oui, c'est un projet de société. C'est justement une vision à 10 ans d'un pays. Il dit c'est une bataille. C'est une bataille parce que, évidemment, les autres pays autour de nous ne sont pas forcément dans le même système de valeurs. Donc c'est un projet de vie et de société qui est, je crois, pour la France aussi important que la richesse que l'on a. Quand vous regardez aujourd'hui les sondages, quand vous regardez ce à quoi aspirent les Français, ils aspirent à une meilleure qualité, une meilleure éthique aussi de vie. Ils veulent que leurs enfants puissent manger bien, ils veulent que
leur voyage ne soit pas fait au détriment de la planète. Donc voilà, c'est une maturité, je crois, qui est au service de l'Europe également. C'est-à-dire qu'on n'a pas, dans le projet du président de la République, d'Emmanuel Macron, on n'a jamais l'idée de refermer les frontières. C'est aussi quelque chose d'intéressant pour le moment qui est le nôtre. C'est-à-dire on va se mettre au service de la présidence de l'Union européenne. Donc voilà. C'est un plan séduisant pour les Français, mais croyez-vous que c'est la même chose pour les Européens? Alors, sur le plan européen, ce qu'il faut bien voir, c'est que le plan de relance a débloqué quelque chose d'essentiel, c'est les moyens. Donc, le discours français, s'il ne s'incarnait pas dans un certain nombre de mécanismes, c'est-à-dire on a fait de l'emprunt européen pour la première fois, on a un plan numérique européen, on a un plan de digitalisation européen et on a derrière les moyens. Là, je serais d'accord avec vous. Ce serait une vision, finalement, qui serait peut-être désincarnée de ce qu'on peut faire. Or, il se trouve qu'après la pandémie, on a un accord franco-allemand, un accord européen sur un plan de relance. Après, la question qui se pose, c'est par quoi on commence et à quel moment on sait qu'on a pris la bonne direction. Moi, j'entends beaucoup parler d'utilisation de voitures électriques, j'entends beaucoup parler d'avions avec moins de carbone, j'entends parler d'énergie nucléaire, j'entends parler de beaucoup d'investissements pour l'avenir et c'est là où il ne faut pas qu'on se trompe parce que, en gros, le cycle automobile, c'est 10 ans et là, ce qu'on cherche à construire, ça va au-delà de 10 ans. C'est une vision d'un espace élargi, l'Europe, qui est aussi un espace intelligent. C'est une grande smart economy, je dirais. Donc, à la clé des moyens, il y a ça, investir sur l'intelligence artificielle, les startups qui vont réfléchir à changer les choses sur le plan technologique. Vom face o foarte scurtă pauză, revenim imediat să discutăm despre cele 10 obiective ale planului Franța 2030. Stați cu noi! Am revenit cu doamna ambasador Laurence Auer, ambasadoarea Franței la București. Votre Excellence, 10 objectifs de ce plan sont tellement important pour la France, pour la communauté des investisseurs de la France, mais aussi, je crois, pour les alliés, les amis, les partenaires de la France. De quoi s'agit-il? Absolument. Quand on parle d'investissement français en France, immédiatement, on a une partie qui se trouve dans les autres pays européens, en particulier en Roumanie. On a sur les grandes entreprises françaises, les 40 premières, 37 sont implantées en Roumanie. Et tout le monde les connaît, c'est Orange, évidemment, Dacia, etc. Et les résultats aussi, je crois, les performances sont très fortes en Roumanie. Donc on est obligé de réfléchir aussi avec nos partenaires européens. Alors d'abord, c'est de l'investissement public. Donc l'investissement public, c'est par exemple réfléchir dans les industries de défense, parce que c'est un sujet de souveraineté, et de décider, de faire le choix que dans les investissements, on fait des investissements de défense. Alors ça peut paraître contradictoire avec un discours très humaniste, mais pour la France, ça a toujours été essentiel. C'est une question évidemment de liberté, de souveraineté, mais c'est aussi une discussion toujours stratégique. Je rappelle que quand on travaille sur l'hélicoptère du futur, c'est le Fonds européen de défense, et c'est un projet Airbus qui construit les hélicoptères. Donc à travers la défense, on fait des investissements d'avenir et souvent on a un terrain d'application des innovations. Je pense par exemple à tout ce qui a été fait dans la vision nocturne, à travers les industries de défense, toute l'optique, mais aussi
évidemment toute l'aviation et tout ce qui est... Oui, on a le projet européen de la corvette. Exactement. C'est quelque chose pareil. L'Agence européenne de défense, c'est tout à fait une institution, une agence utile pour les alliés, pour les Européens. C'est pas une alliance qui a pris une énorme ampleur, mais c'est une agence qui est importante parce qu'elle aide les États membres à définir les stratégies sur chacun. 8 milliards d'euros à peu près. Donc 8 milliards d'euros, après pour le Fonds européen de défense, 11 milliards d'euros, toujours des projets pilotes. Donc des projets pilotes à géométrie variable, où peuvent venir certains pays qui sont intéressés à différents niveaux de préparation du projet. Donc oui, dans les investissements publics, d'abord, il y a toujours cette idée qu'on partage avec la Roumanie qu'il faut des moyens. Voilà. Mieux produire, ça veut dire probablement trois objectifs. L'hydrogène vert, la décarbonisation de l'économie française et probablement la nucléaire. Oui, la discussion surtout sur l'énergie a été accélérée. Il y a eu toute une discussion au Conseil européen, je le disais déjà, parce qu'on a vu qu'on était dépendant du gaz en Europe, et puis des importations qui sont faites depuis la Russie. Et on avait déjà connu ça. Vous vous souvenez le choc pétrolier en 1974 ? On avait vu les prix de l'énergie augmenter et ça a créé finalement une crise monétaire. Donc là, c'est très important de prendre en compte les possibilités et les capacités d'innovation dans le domaine de l'énergie nucléaire. On a vu plusieurs ministres européens affirmer que ça devait faire partie dans la décision sur le mix énergétique des alternatives au pétrole et au gaz. Donc ça, c'est très important parce qu'il y a un champ d'innovation, de réflexion sur les petits réacteurs nucléaires et tous les pays qui sont intéressés regardent de ce point de vue-là. Après, vous parlez de l'hydrogène. Donc l'hydrogène, c'est une manière non pas de produire de l'énergie, mais c'est une autre façon d'utiliser l'énergie. Donc il y a une réflexion sur l'économie de l'hydrogène qui est bien avancée, avec des stratégies déjà qui sont faites dans plusieurs pays. Et des utilisations, par exemple à Paris, vous avez des stations à hydrogène pour les taxis, de même que l'on a désormais la possibilité, de façon pratiquement dans toute la ville, de recharger sa voiture électrique. Donc ce sont des orientations qui sont importantes, qui ne sont pas totalement abouties. Il faudra réfléchir au mode de transport de demain, puisque aujourd'hui, vous le savez, le mode de transport le moins polluant, c'est encore le train. Donc on peut réduire les émissions de carbone des camions, des avions, mais il faudra avoir une réflexion plus stratégique et plus large sur les nouvelles formes d'énergie, la manière dont on les stocke. En France, par exemple, on mise beaucoup sur le renouvelable. Le renouvelable, pour le citoyen, ça signifie construire des éoliennes, ça signifie quelles sont les capacités de stockage, etc. Connaissez-vous des entreprises roumaines qui peuvent devenir partenaires pour les compagnies, pour les entreprises de la France dans l'économie verte de l'hydrogène? Oui, alors bien sûr, vous avez les deux grands qui sont historiquement en Roumanie. Vous avez Engie qui, bien sûr, investit dans l'énergie verte, puisque maintenant, elle s'est engagée la société s'est engagée à passer majoritairement vers ces énergies. Donc on est très engagé en Roumanie sur ces sujets-là. La réflexion, elle va être appuyée par le PNRR, puisqu'il y a dans le PNRR la possibilité de développer un plan stratégique, donc à la fois sur l'hydrogène, sur le renouvelable aussi. C'est le sujet, je pense, le plus important
pour la Roumanie pour les 2 prochaines années de définir son plan stratégique énergie, puisque c'est encore un pays où nous sommes avec des industries lourdes, y compris de l'aluminium, y compris des aciéries, c'est-à-dire le métal est produit en Roumanie. On en est très fiers en plus. C'est-à-dire que vous avez encore des industries lourdes qu'il faut préserver, parce que sinon nous n'aurons plus d'autonomie en Europe. Mieux vivre, ça veut dire quoi? Mieux se nourrir, mieux se traiter, la santé, la politique alimentaire. Alors c'est vivre dans des villes, puisque l'essentiel des populations vivent dans des villes moins polluées, donc c'est l'air, où il y a moins de bruit, où les matériaux de construction sont durables, où on mange mieux, donc circuit court, moins de pesticides, moins de nutriments. Voilà, ce sont je crois, des projets européens aussi. On a là aussi, dans le PNRR, on a énormément sur ce sujet-là. Donc, c'est pas dans le plan français pour 2030, c'est un tout. Mais déjà, concrètement, on a des stratégies sur ce sujet. Ce qui a été compliqué, c'est que le temps de la pandémie a été malheureusement plus rapide que le temps, par exemple, du paquet Fit for 55. Et nous espérons, nous Français, réussir pendant la présidence française à amorcer les discussions sur tous ces champs. Il faut ajouter que le plan France 2030 va nécessiter 30 milliards d'euros. La plupart de ces fonds, c'est-à-dire 8 milliards d'euros, sont alloqués seulement pour le secteur d'énergie, l'hydrogène, l'avion bas carbone et tout ça. Dans le domaine de la défense, la France a été toujours l'un des pays qui a innové. On sait le Rafale, par exemple, et bien sûr la marine militaire française. Quelle est l'ambition de la France dans le domaine de la défense pour les années à l'avenir? Alors, on mise à nouveau sur l'Europe, définitivement, parce qu'on a tous ces projets, l'avion du futur, la corvette, la frégate du futur, l'hélicoptère du futur. L'idée, là, c'est de gagner en autonomie ensemble et d'être très innovant. Donc oui, dans les 30 milliards d'euros du plan français, il y a cette idée qu'on va pouvoir apporter l'innovation nécessaire avec nos entreprises, mais aussi nos ingénieurs, nos instituts de recherche, nos mathématiciens, parce que les modèles sont très importants, l'intelligence artificielle, là à nouveau, et bien sûr toujours travailler avec la Roumanie. Je rappelle toujours que Thales a développé ici, ou bien Airbus a développé ici des centres de développement qui sont les plus importants en Europe. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la Roumanie forcément avait des coûts de main-d'œuvre plus bas. Ce n'est pas du tout ça. C'est parce qu'on a des personnes très très bien formées et qui sont tout de suite dans un environnement mondial très fort. Donc c'est une capacité de la Roumanie à produire des cerveaux qui sont... je pense par exemple à un chercheur roumain que j'ai rencontré qui appartient au CNRS, mais qui n'a qu'une idée, c'est de revenir ici. Il est astrologue et il étudie le lien entre la géologie et l'astrologie. Et il a développé une exposition au musée à Bucarest sur la Lune. Donc je crois que c'est ça le génie de demain, c'est de réfléchir aux interactions et aux innovations.
Mai facem o foarte scurtă pauză, revenim, mai avem de discutat despre relația bilaterală dintre Franța și România și mai ales unde este ea în rândul intereselor strategice ale Franței în lume, busola strategică a Uniunii Europene și cooperarea transatlantică. Rămâneți cu noi! Am întors cu doamna ambasador Laurence Auer. On discute de la boussole stratégique, le compas stratégique de l'Union européenne. C'est un instrument ou c'est une idée, c'est quoi ça? Alors c'est un document qui doit être préparé par le service européen d'action extérieure et qui doit être soumis aux États membres pour une discussion et si possible une approbation au Conseil européen de mars, je dirais. C'est un document qui est très important parce que c'est la première fois qu'on va mettre une réflexion d'ensemble sur donc la boussole. La boussole, c'est où on veut aller, comment on veut faire. Et surtout, une fois pour toutes, je crois, c'est faire cesser toutes ces rumeurs sur le fait que l'Union européenne veut supplanter l'OTAN ou l'OTAN serait moins important que l'Union européenne. Ça serait justement des documents entre la boussole stratégique, qui est un document qui va définir des thématiques importantes pour l'Europe, la cybersécurité, mais aussi des zones géographiques, et de voir que c'est complémentaire et même ça peut renforcer la défense au sein de l'OTAN. C'est un document qu'on n'a pas encore vu, donc je ne peux pas en parler, mais je sais qu'il intéressera beaucoup la France et la Roumanie, puisque dans la première discussion qu'il y a eu après la pandémie au Conseil des ministres de la Défense de l'OTAN et de l'Union européenne, les deux pays ont dit comme ils étaient intéressés à y réfléchir ensemble. Alors, bien sûr, la France veut y mettre sa relation au reste du monde. On verra que participer, par exemple, à l'opération au Mali, à Takuba, à la MINUSMA, à la sécurisation des zones de conflit, va faire partie de la boussole stratégique. Ce qui n'est pas forcément le rôle de l'OTAN. L'OTAN, c'est une relation qui est entre des partenaires, des alliés, comme on dit, et qui prévoit une défense réciproque. Alors que l'Union européenne, en fait, va définir plutôt des pistes d'action avec un champ de sécurité qui est un peu différent d'un champ classique en matière de défense, puisque dans l'acceptation que l'on a de la boussole stratégique, on y inclut des risques qui sont des risques, je vous disais par exemple, voilà, la cybersécurité. La boussole va-t-elle montrer la direction des Balkans, la direction de la mer Noire ou la direction d'Afrique, l'Inde Pacifique? Alors à ce stade, je ne sais pas parce que je n'ai pas vu le document, mais l'idée c'est d'avoir à la fois une réflexion sur ce qu'on doit faire en commun pour éviter après de chaque fois réouvrir ce dossier, de se dire mais est-ce qu'on veut plutôt des capacités ou est-ce que plutôt des actions ensemble, discuter aux missions de paix et de stabilisation, parce que ça c'est important pour l'Europe, c'est de définir notre voisinage et notre intervention dans ce voisinage. Je pense qu'on a une relation privilégiée, par exemple, qui va de soi avec le voisinage méditerranéen, mais aussi le partenariat oriental. On va avoir un sommet le 10 décembre. Et en gros, c'est ça, c'est ce positionnement à la fois de ce qu'on veut faire dans la géographie qui est la nôtre. On ne veut pas réouvrir les discussions. Par exemple, certains pays de l'Union européenne ont la force de dissuasion, d'autres non. Ça, ce n'est pas à l'ordre du jour. C'est plutôt le document commun qui va finalement expliciter notre vouloir collectif d'interagir avec le reste du monde. Les rôles et les missions des États membres de l'Union européenne en ce cadre de la boussole stratégique, est-ce qu'il y a le place pour l'OTAN dans la boussole stratégique? Alors, encore une fois, en fait, il y a un double exercice l'année prochaine. Il y a la boussole stratégique et il y a le sommet de Madrid. Le sommet de Bruxelles, cette année, était extrêmement important parce qu'on avait besoin, avec l'allié américain, de revérifier sa position à la fois sur l'OTAN
et son engagement dans la défense européenne, le flanc européen de l'OTAN. Et aujourd'hui, nous sommes très rassurés. Donc maintenant, on va construire des visions qui sont des visions complémentaires et qui vont renforcer l'un l'autre. C'est-à-dire que l'OTAN a besoin que l'Union européenne et l'Europe aient de vraies capacités de défense. Depuis 4 ans, c'est ce qu'on demande dans tous les sommets de l'OTAN, que l'Europe participe elle-même à sa défense. Donc que l'on affirme une capacité, que l'on affirme une vision, et après qu'on se présente non pas comme un seul pays au sein de l'OTAN, on va garder des positions nationales, mais en tout cas en complémentarité. Les armées, la police, les services de renseignement franco-roumains ont une relation solide, très forte. Où est-ce qu'on peut voir les dividendes de ces relations? Peut-être dans le domaine de la diplomatie, de la politique, le Schengen peut-être? Oui, alors je dis toujours que la coopération policière et en matière de sécurité, c'est la première coopération entre la France et la Roumanie, historiquement. Donc ça passe par des missions d'enquête communes, ça passe par des échanges d'informations en permanence, y compris sur les questions de défense et de sécurité, ça passe par les services de renseignement, ça passe par les magistrats. Donc cet ensemble de sécurité est l'un des piliers finalement de notre amitié, de notre partenariat stratégique. On a développé des actions conjointes, on a développé des échanges avec des officiers de liaison, des missions de police dans chacun des pays. Et en effet, ça renforce la composante Schengen. Vous savez, aujourd'hui, Schengen est dans cette réflexion pour à nouveau renforcer les frontières extérieures et se pose bien légitimement, puisque ça fait 10 ans que la Roumanie est prête techniquement, de la manière dont on va faire rentrer le pays dans Schengen. Alors, je dirais que du côté français, il y a une réflexion en cours pour à la fois simultanément réfléchir au renforcement de Schengen et mettre en œuvre l'élargissement. Je crois que c'est un changement sémantique qui était important, qui a été présenté par le secrétaire d'État Clément Beaune lors de sa visite, le ministre, le 14 septembre. Et c'est sur cette base qu'on va construire la préparation de la réforme de Schengen, qui n'est pas encore toute sur la table. Je rappelle que chaque fois qu'on a 6 mois de discussion sur la pandémie, on prend du retard sur autre chose. Et donc, ce n'est pas que la France veut retarder Schengen pendant sa présidence, mais qu'on a besoin de cette discussion qui était, je crois, relativement consensuelle. On a aussi les relations culturelles. La langue française ici, la langue française ici se présente toujours. Est-ce que vous attachez aux relations culturelles beaucoup d'importance à l'avenir? Beaucoup d'importance, beaucoup de moyens, beaucoup d'actions de coopération pour entretenir cet extraordinaire vivier de partenariat, d'admiration réciproque, d'amitié, d'échanges, que ce soit dans le secteur du cinéma. Cette année, un Roumain qui présidait la Semaine de la critique à Cannes. C'est le seul festival de Cannes qui a lieu à Bucarest. Mais aussi un Goncourt roumain, aussi une proximité extrême en matière musicale. On l'a vu avec la nomination du nouveau directeur artistique du festival Enescu, qui est un chef roumain. Donc on a une proximité qui doit, chaque fois, c'est comme dans une relation de couple, c'est un amour qui doit à chaque fois avoir des preuves. Et tous les jours, c'est une équipe qui est à l'ambassade et à l'Institut français de Roumanie, qui travaille sur la coopération. Je dirais qu'on a une grande chance dans ce pays, vous voyez, d'être reçu par un journaliste francophone, de pouvoir m'exprimer en français. Donc vraiment merci. Merci à la Roumanie, aux Roumains d'aimer la langue française, la culture française. Et vous êtes toujours les bienvenus sur ce terrain-là avec moi. Merci à vous. Il faut que je vous invite de nouveau d'adresser quelques mots à notre public. Et on va finir l'édition de ce soir. Si vous avez quelque chose très particulier que vous voulez adresser maintenant, c'est le moment.
Oui, je trouve que votre émission Securitate est une super émission parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de questions qui se posent en matière de sécurité, même y compris sécurité des citoyens, sécurité dans un environnement incertain. Je trouve que la formule qui est la vôtre correspond bien aussi au nouveau champ de la diplomatie. Moi, je suis diplomate et je me suis beaucoup occupée de questions de défense. Je trouve que le champ sécuritaire est un champ qui est aujourd'hui extrêmement important dans nos sociétés. Et puis enfin, je voudrais vous féliciter parce que vous faites une émission de qualité et que c'est quelque chose qui est aussi, dans un monde de fake news, extrêmement important. Donc merci beaucoup. Mersi a vous. Mersi beaucoup. Încheiem aici o ediție specială pentru seara aceasta. Rămâi pe Alev News, ești bine așa.